merci beaucoup, Monica, pour cette très très belle intervention. J'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu la logique du bloc précédent, c'est-à-dire le macro et le micro, qui permettent deux entrées dans le texte, qui dialoguent entre elles, et c'était particulièrement riche. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux intervenants sur ces communications? Vous avez la parole, vous pouvez le faire soit à travers le chat, en posant des questions, ou bien en intervenant directement, en branchant votre micro. Moi, j'aurais peut-être un commentaire qui vient nourrir un peu la réflexion. C'est vrai qu'il y a moult de références hypotextuelles dans ce texte. Je reste envie de dire peut-être qu'il y en a trop. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant et que vous avez abordé tous les deux, c'est que le rapport intertextuel, il fonctionne toujours sur un principe de retournement. C'est-à-dire, à la fin du roman, il y a la référence à Die Zauberflöte, la flûte enchantée de Mozart et Da Ponte, mais d'une certaine façon, le processus initiatique, voyage initiatique que suit Tamino dans l'opéra de Mozart, il le conduit à sagesse et beauté. Or, dans le roman, de toute évidence, notamment avec cette amputation des dents de la protagoniste, on a un renversement et c'est un voyage anti-initiatique. Et on pourrait même dire que la Salvatge, c'est une anti-flûte enchantée, c'est une flûte de l'horreur, de ce point de vue-là. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pareil avec le mythe de Pygmalion, et je reviens à la conclusion que tu viens d'énoncer, Monica. Je crois aussi que chez Ovide, dans les Métamorphoses, le rapport entre Pygmalion et Galatée, c'est que Galatée est humanisée. C'est-à-dire, elle devient cet objet concret et elle devient femme. Or, ici, on assiste au processus inverse. C'est-à-dire que Dorothy est déshumanisée par cette domestication que veut faire porter sur elle Joachim. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'il y a la part Isabelle Clara Simon, cette volonté de retourner aussi cette symbolique franc-maçonne. Il y a un élément biographique qui a attiré mon attention, c'est que elle est l'autrice d'une thèse sur la symbologie franc-maçonne, qu'elle publie ce roman 2 ans après, et elle explique que le point de départ de l'écriture du roman, c'est l'opéra de Mozart. Elle assiste au Liceo à une représentation, et c'est là que naît la volonté d'écrire ce roman-là. Et il me semble que dans ce renversement, il y a la volonté de défendre, alors ça, j'ai tout un débat avec mes étudiants là-dessus, un discours féministe. Alors, c'est un discours féministe qui est ancré dans son époque. Ce n'est pas le discours féministe d'aujourd'hui, c'est plus un discours de dénonciation des violences faites à la condition féminine, et que d'une certaine façon, ce renversement des hypothèses, il conduit à ce discours-là, qui est un discours engagé, aussi explicite et évident soit-il. C'est un peu ma limite de la lecture du texte. Si tu me permets d'intervenir en premier, et j'interviendrai sur le rapport biographique d'Isabelle Calacimo sur la franc-maçonnerie. C'est aussi un rapport biographique qui est hautement féministe, c'est-à-dire qu'une femme s'intéresse à la question franc-maçonne en Espagne dans les années 80-90, c'est déjà de fait une entreprise féministe. Et c'est, je pense également, la lecture que l'on doit en faire, c'est-à-dire qu'elle réutilise et elle récupère les éléments qui relèvent d'une tradition et phallocentrée et d'une lecture qui sont une lecture masculine pour lui apporter son regard depuis un féminisme qui suppose une égalité et, en termes symboliques de la femme par rapport à l'homme. La femme peut être aussi violente dans l'écriture que l'homme, notamment parce que ses romans et le thriller, comme tu as dit, Altan, ces romans violents. Moi, je reprends vraiment Migal. Il y a des citations dans le roman de Isabelle Calacimo qui me font penser à Migal. Plus une fois, je les ai relus. Et ce sont des romans masculins. Il y a très très peu de femmes. La seule femme, c'est pour ça que je parle de Frankenstein, voilà, c'est Frankenstein et Marie Shelley qui étaient une sorte d'éléments hors norme à l'époque
de la même manière que le roman d'Isabelle Cadasimo est hors norme pour la littérature catalane de l'époque. D'où la réception également complexe de ce roman. On n'attendait pas d'une auteure qui gagne un Premi San Jordi avec un tel roman. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme dans ce roman, il y a quelque chose qui est en trop également. Et ces passages en trop, elle veut, comme tu dis, mettre beaucoup et de références et de lecture. Il y a un élément qui lance aussi du défi. Je suis capable d'écrire aussi et bien de manière aussi cryptée et avec autant également d'ironie par rapport à la situation que des hommes vont pouvoir écrire. Il y a ce défi-là, moi, qui m'intéresse dans son écriture. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de voir que tout cela, c'est extrêmement riche. Il y a toute une culture forcément littéraire extrêmement riche, mais cela est dit d'une façon tellement naturelle que nos étudiants, s'ils passent à côté d'une référence, ce n'est pas du tout grave, parce que de toute façon, tout se tient, si vous voulez. Et en effet, c'est tout à fait novateur, je pense, hein, de faire ce tour de force, en tout cas. Et quant à la lecture féministe, j'avais préparé mon petit texte et j'avais mis un fond violet, hein, en hommage à Isabelle Clara Simon, mais ça n'a pas marché. Le partage d'écran, moi, parfois, il veut marcher, parfois pas. En tout cas, sachez que je l'avais mis quand même violette en hommage à elle. Mais bon, ici, thriller, l'idée de thriller venait de Pélagine Farré, mais elle réussit à s'échapper des mains de son bourreau, bien entendu. Hein, c'est une lecture féministe, dans ce sens-là, que l'on pourrait faire, tout en étant dans cette ironie, bien sûr. Hein, puisque, si on reprend le mythe de Pygmalion, bon, Pygmalion finit par épouser sa femme, sa statue, son œuvre, hein, d'après Ovide. C'est évidemment tout le contraire. La belle lui échappe. La belle lui échappe et je suppose, je ne connais pas suffisamment le grec du tout pour savoir quel degré de folie, dans l'édition que j'ai moi, quel est le degré de folie de Pygmalion dans les Métamorphoses d'Ovide. Ça prend 2 pages dans mon édition toute simple, alors que ici, nous poussons la folie et la violence à l'extrême. Mais ça fait partie aussi d'une écriture du XXe siècle, une écriture qui pousse aux extrêmes. Enfin, c'est ma lecture. Mais par rapport, mon cinéma, c'était sur ce que tu disais à toute fin de ce départ où elle s'échappe et du coup, ces lectures féministes. Et alors, moi, je voyais, c'est mon côté théâtral peut-être, hein, mais également la maison de poupée, c'est ça. C'est Nora qui claque la porte et qui arrive vraiment à partir. C'est toute l'entreprise de la littérature et des autres arts du fin 19e, du 20e siècle et de rendre compte de l'émancipation. Oui, oui, tu as à très juste titre cité Solitude, voilà, la fin de Solitude. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a toujours dans le texte, évidemment, et c'est là toute la richesse, la complexité psychologique de ce pervers et de sa prisonnière, qui elle aussi se prête au jeu, hein, et toutes ces parenthèses où elle dit ai Kim comme hauríem, que feliços hauríem pogut ser, est aussi éminemment ambigu. Hein. Ce n'est pas noir et blanc. Chez Clara Simon, elle nous montre précisément toutes les ambiguïtés des personnages et des êtres humains, ce qu'elle fait dans ses très nombreux romans ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question? Je voudrais poser une question. C'est Estrella, voilà. Je ne sais pas comment laver la main. Donc, d'abord, je voudrais remercier Monica et Fabrice pour ces interventions si riches. Et j'aurais une question à tous les deux. Bon, je m'adresse à tous les deux, mais spécialement à Fabrice, qui a parlé de ces chapitres 16, de ces sous-chapitres 16, je ne sais plus comment il faut désigner, c'est une espèce de collage de citations d'auteurs, et que finalement, c'est presque que des hommes, ou exclusivement des hommes. C'est des voix masculines. Et en rapport avec la passion, bon, Gabriel Ferraté, c'est le début d'In Memoriam, c'est cette expérience sexuelle qui
qui s'impose à lui à une période au moment où la guerre éclate, cet égoïsme, se centrer sur lui-même, etc., etc. Bon, je ne sais pas si, par rapport à ce que vous disiez, cette féminité, féminisme, cette parole de l'homme de la littérature masculine qui apparaît dans ces chapitres, dans ces sous-chapitres, je ne sais pas si c'est en rapport avec tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez ou... Pour ma part, merci à vous, Estrella. C'est vrai que c'est un aspect que je n'ai pas abordé, que j'avais dans le cadre de mes cours abordé avec mes étudiantes et mon étudiant. Et cette surprésence masculine également et omniprésence et des auteurs, là où on sait très bien qu'Isabelle Claire-Simon est une grande défenseuse de la littérature, ne serait-ce que Mercè Rodoreda, Roberto Catala, pour donner des exemples, et d'écrivaines. Et moi, je le mets sur le même plan et dans un rapport on va dire, relire l'héritage que cette référence-là à cette littérature de thriller, une littérature et d'une violence qui est plutôt masculine. C'est-à-dire qu'il me semble intéressant, c'est de voir de la part d'Isabelle Claire-Simon d'utiliser tout un nombre de références masculines et de dire que les femmes peuvent utiliser la littérature masculine pour pouvoir se servir pour faire une littérature féminine. C'est aussi le moment du féminisme dans les années 90, notamment en Espagne. Ça correspond à d'autres, vous allez m'excuser mes références théâtrales, mais un phénomène qui est au même moment en Catalogne, qui s'appelle le phénomène Homes, la compagnie à théâtre, une compagnie féminine et féministe, qui est basée que de textes d'hommes également. Et leur but, c'est de démontrer que des textes d'hommes peuvent être réutilisés et repris, relus, réinterprétés par des femmes. Ce qui me semble d'autant plus pervers et je dirais féministiquement pervers, pour employer faire un néologisme, et c'est que Isabelle Claire-Simon, dans ce chapitre 16, nous pose une vraie question, qui est une question qui, pour moi, irrigue tout le roman, de quelle est l'instance narratrice, avec tous ces passages au style indirect libre, presque uniquement avec Joachim Simon, et où on voit les pensées. On peut se poser la question, notamment à la lecture de ce chapitre, cette section 16, de est-ce que tout ceci est un livre qu'elle n'a pas elle-même imaginé, qu'elle aurait repris. Et parce qu'il y a un élément ici qui vient un peu grincer et dans ce chapitre 16 et que moi je retrouve également dans les grincements des passages au style indirect libre qui se multiplient à toute fin du roman. Là où Joachim est en train de prendre le dessus, on se pose la question, mais ce narrateur, qui est-il? Est-il si neutre ou est-ce une réflexion, une écriture a posteriori d'un Joachim Simon qui aurait écrit en se mettant à la place d'eux, parmi différentes hypothèses possibles? Et j'y vois là peut-être on va dire, certaine ironie de la femme à l'endroit de l'homme, pour reprendre la lecture ironique que tu proposais à juste titre, Monica, et dans ce retournement-là de la question de genre. Monica ? Si je peux intervenir, c'est un fragment évidemment qui frappe, hein. C'est un centon, hein, un ensemble de vers, de poèmes l'un après l'autre. C'est une pratique d'ailleurs littéraire qui se faisait avant, on n'en fait plus beaucoup, mais c'est le centon. Et en effet, il y a des points de suspension avant, il y a des points de suspension après, c'est-à-dire que le texte est ouvert, il n'est pas fini. Hein, on peut rajouter des poèmes, des vers dedans. Et la question de l'instance narratrice, on ne sait pas, en effet. Mais moi, je me suis posé la question, si on lit le roman en clé ironique aussi, est-ce que tous ces vers, ça ne fait pas partie du bagage culturel qu'il veut, que Simon, le maître, veut donner à la Salvatge, et de la même façon qu'il lui apprend que ophtalmos veut dire œil, et que donc aller chez l'ophtalmologue, c'est aller chez celui qui soigne les yeux, hein, il lui apprend les mots savants, hein, il lui apprend la littérature catalane. Donc, ça pourrait faire partie de cet apprentissage, de cette façon de polisser cette sauvage, ou sauvageonne, qu'elle l'est. Donc, apprendre aussi, peut-être en sens ironique. C'est délicat, hein, ça, je n'ai pas la clé, vraiment, et on ne peut pas, malheureusement, poser la question à l'auteur de ce fragment précis. Est-ce que c'est un peu, alors j'ai dit hommage parce qu'elle rend hommage, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, il n'y a que des hommes, est-ce qu'il n'y a pas aussi, voilà, ce qu'on peut apprendre à quelqu'un? Et en cela, je trouve que c'est très troublant
le Simon et Simone. Là, il y a quelque chose où elle en joue également. Hein. Bien sûr. Et un élément que reprendra bien plus tard Camerera, par exemple, dans la méthode de l'anima, où on reprend cette logique de l'autofiction qui n'en était pas une. Et, mais voilà, ça reste quand même de ce domaine-là où il y a un jeu troublant, où elle s'amuse également, je pense, à prendre tous ces symboles-là et à les faire aussi. Et dans la petite biographie qu'elle propose, Margarita Arizeta, elle insiste énormément sur le rapport du père de Clara Simone sur sa propre éducation en tant qu'autrice. Et j'ai l'impression que moi, tu le mettais comme hypothèse, j'en ai quasiment la certitude, qu'il y a la volonté aussi d'inscrire, d'établir un lien entre cette histoire, où la fable devient réalité, comme disait Michel tout à l'heure, et la volonté ici de passer par le détour de la fiction pour dire quelque chose qui sans doute est lié à sa condition féminine. Et pour revenir au chapitre 16, c'est quand même ici un patchwork intertextuel qui fonctionne, en tout cas qui met en lumière la question du désir masculin. Et de ce point de vue, la question, en tout cas l'interprétation que fait Monica en disant est-ce que l'instance narratrice, comme tu le proposais, ce ne serait pas Simon s'adressant directement à Dolores Dorothy? Sans doute. Moi, en tout cas, c'est le sens que je donne. Et puis ensuite, il y a une dimension, à mon avis, méta-littéraire. Elle nous invite aussi à lire le texte comme une couche, comme des couches intertextuelles qui construisent ici une histoire où on retrouve la future santé, etc. Simplement, là, ça sort vraiment de la génétique de l'œuvre et on ne peut qu'y voir une ironie, mais une ironie de l'histoire. Ce roman, quand même, gagne le prix San Jordi, du chevalier qui sort de la princesse. C'est quand même une belle ironie. Et finalement, que ce soit ce prix-là qui soit donné avec ce symbole-là à ce roman en particulier. Mais bon, ça sort bien sûr d'une pirouette simplement, mais ça me semblait quand même assez intéressant de suivre la métaphore ironique de genre, en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? On regarde le chat. Non? Eh bien, on peut considérer que cette journée d'études est finie. Je voudrais à nouveau remercier tous les collègues qui ont participé à cette journée qui nous a permis d'apporter des analyses et des perspectives d'analyse extrêmement suggestives qui seront, à mon avis, tout à fait riches pour les candidats agrégatifs, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent aux œuvres qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous. Et je le rappelle, je l'avais dit en introduction, ces communications seront rapidement mises sur le site de la Société des hispanistes français afin que tous les étudiants puissent y avoir accès assez rapidement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée, bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.